La Station spatiale internationale, en anglais ISS, est soi-disant un ensemble de modules placés en orbite terrestre à 400 km environ au-dessus de la Terre. La station pesant 400 tonnes, il n'était pas possible de l'envoyer en une seule fois en orbite. Il y a donc eu soi-disant plusieurs fusées qui ont envoyé des modules dans l'espace et ces modules ont été ajoutés les uns aux autres. La station est soi-disant occupée en permanence par un équipage international qui se consacre à la recherche scientifique dans l'environnement spatial. Elle est ravitaillée en moyenne tous les 2 mois avec un module envoyé depuis une fusée. La station spatiale fait le tour de la Terre en 90 minutes, survolant des régions différentes à chaque passage. C'est la seule partie qui soit vraie, puisqu'on peut la voir passer dans le ciel. Mais on verra à la fin de ces vidéos que ce point brillant se dépassant dans le ciel n'est pas une station spatiale. Ce mensonge a déjà coûté plus de 150 milliards de dollars, 10 milliards par an. Envoyer un astronaute soi-disant dans la station spatiale coûte 70 millions de dollars. Aussi incroyable que cela paraisse, toutes les images et vidéos que vous pourrez voir ne sont que des montages. Dans cette première vidéo, on va voir l'accélération que subissent ces astronautes au décollage. Ici, il s'agit d'une fusée Saturne qui a envoyé soi-disant des astronautes vers la Lune, mais en fait ce sont des fusées Soyouz qui sont utilisées. Le fonctionnement est le même. Donc au décollage, la fusée accélère et les astronautes encaissent 4G, c'est-à-dire qu'ils pèsent 4 fois le poids de leur corps. Le premier étage donc qui envoie la fusée, l'accélération augmente jusqu'à 4G. Puis le premier étage est arrêté, c'est le second étage qui est lancé, l'accélération augmente à nouveau jusqu'à 3G. Lorsque cet étage sera arrêté, l'accélération s'arrête, on lance le troisième étage et l'accélération augmente à nouveau jusqu'à 3G,5, jusqu'à ce que le troisième étage s'arrête et l'accélération retombe cette fois-ci à 0. Voici une fusée qui décolle de Baïkonour en Russie, soi-disant encore une fois pour envoyer des astronautes vers la station spatiale. On a vu que pendant le décollage, il y avait 3 phases d'accélération et de décélération. Or, lorsqu'on regarde la vidéo dans son intégralité, on ne voit pas les astronautes qui subissent ces différentes phases. Lorsque l'accélération augmente jusqu'à 3 ou 4G, on devrait voir les astronautes collés à leur fauteuil. Lorsque l'accélération s'arrête brusquement pour retomber à 1G, ça devrait être comme un coup de frein, on devrait voir les astronautes subir un à-coup. Ils ne bougent absolument pas. Lorsque vous subissez un freinage brutal, vous êtes violemment projeté en avant. Là, les moteurs fusées s'arrêtent brusquement et les astronautes ne subissent aucun à-coup. Et puis autre chose, lorsque les astronautes subissent 4G d'accélération, ça signifie qu'ils pèsent 4 fois le poids de leur corps, mais leurs bras aussi pèsent 4 fois le poids. C'est-à-dire qu'un bras pesant 5 kg, celui-ci pèserait près de 20 kg pendant l'accélération. Essayez donc de vous placer 20 kg, par exemple de plomb, autour de votre bras, et essayez de le déplacer comme le font ces astronautes, qui lisent leur manuel d'instruction, qui manipulent les interrupteurs, ou qui font coucou à la caméra. Avec un bras pesant 20 kg, c'est franchement impossible. Et puis autre chose, pourquoi est-ce qu'ils manipulent les interrupteurs? Pourquoi est-ce qu'ils compulsent des manuels d'instruction? Puisque pendant le décollage, tout est entièrement automatisé, tout est entièrement programmé, les astronautes ne peuvent rien faire. Mais c'est vrai que ça ne ferait pas très sérieux de montrer des astronautes assis en attendant que cela se passe. En mai 2013, il y aura une fuite d'ammoniac provenant d'un radiateur situé à l'extérieur de la station spatiale. On voit ici les gouttes qui s'échappent du radiateur dans le vide, les gouttes d'ammoniac. Or, c'est absolument impossible, puisqu'un gaz ou un liquide dans le vide devrait se mettre immédiatement à bouillir, à devenir de la vapeur et donc devenir immiscible. En aucun cas, on devrait voir des gouttes d'ammoniac ainsi dans le vide. On le comprend mieux avec l'expérience suivante. On prend un verre avec de l'eau à température ambiante, elle n'est pas chaude l'eau. On met une cloche par-dessus qui va être bien hermétique et on enclenche une pompe à pression, une pompe à vide pardon, pour faire le vide dans la cloche.
la pression va diminuer. Et la pression en diminuant, on va voir petit à petit l'eau qui va se mettre à bouillir, alors qu'elle reste à la même température. Et en quelques secondes, l'eau va se mettre à bouillir, alors qu'elle reste à la même température. Et ceci parce qu'il y a eu le vide dans la cloche, ou le presque vide. Cela signifie donc que dans l'espace, lorsque les gouttes d'ammoniac sous forme liquide s'échappent automatiquement, l'ébullition devrait immédiatement être transformée en vapeur, en gaz, et ne devrait pas être visible comme ceci. On pourrait penser que la vidéo a été très fortement ralentie pour bien montrer les gouttes d'ammoniac s'échappant du radiateur, et donc elle n'aura pas eu le temps de se vaporiser parce que le film a été ralenti. Mais pendant la vidéo, on voit les panneaux solaires qui tournent très lentement à leur vitesse normale, donc ça veut dire que la vidéo n'a pas été ralentie. Et cela confirme que ceci est bien un montage. Chris, thanks. What you guys are doing is perfect. It's exactly what we need. Keep. Un astronaute va lancer un satellite à la main. C'est un tout petit satellite puisque c'est un cube qui mesure environ 10 cm de côté et qui pèse moins d'1 kg. C'est un satellite péruvien dont le but sera de faire des photos dans l'infrarouge et dans le domaine visible du Pérou. Mais ce qui est intéressant, c'est regarder comment est-ce que ce satellite va être lancé. Attention. L'astronaute lance le satellite et regardez bien, le satellite tourne sur lui-même. Cependant dans l'espace, il n'y a pas d'air pour ralentir la rotation du satellite, donc celui-ci va tourner en permanence sur lui-même. Expliquez-moi comment est-ce qu'un appareil photo pourrait-il prendre des photos alors que l'appareil tourne en permanence sur lui-même. Et puis il n'y a pas que ça. Lorsqu'on envoie une fusée depuis la Terre pour mettre un satellite en orbite, le timing et tous les éléments de la trajectoire qui sont extrêmement complexes sont soigneusement calculés. Mais là, comment connaître la trajectoire de ce satellite alors qu'il a été lancé à la main? Où est la rigueur scientifique? On peut aussi remarquer le manque de respect de la NASA vis-à-vis du peuple péruvien. Lorsque les Américains envoient un satellite dans l'espace, ce sont des procédures longues et complexes. Là, ils lancent le satellite à la main, comme un objet qu'on jetterait. Les panneaux solaires de la station spatiale délivrent 120 kWh d'électricité en tout. Dans nos maisons, on utilise souvent des radiateurs consommant 1 kWh. Les panneaux solaires de la station pourraient donc alimenter 120 de nos radiateurs de 1 kW pendant 1 heure. Et comme les panneaux solaires ne sont éclairés que pendant 45 minutes, cela correspond à 90 de nos radiateurs pendant 1 heure. Est-ce suffisant pour alimenter tous les appareils de la station spatiale, sachant que ces panneaux solaires ne reçoivent la lumière du soleil que pendant 45 minutes, où ils doivent alimenter la station, mais aussi charger les batteries pour les prochaines 45 minutes d'obscurité. Et pendant ces 45 minutes d'obscurité, les batteries doivent délivrer de l'électricité pour tous les appareils de la station, la lumière, le système de recyclage de l'eau, les radiateurs pour évacuer la chaleur, les appareils des expériences scientifiques, les systèmes de ventilation, les appareils de communication avec la Terre, les bras mécaniques. Et comme d'habitude, on ne trouve aucune information sur la consommation électrique de tous les appareils utilisés. Si on pouvait avoir ces informations, on verrait certainement que l'ensemble demande beaucoup plus d'énergie que ce que les panneaux solaires peuvent fournir. Les astronautes font des cabrioles, se déguisent en gorilles, jouent avec des skis, avec un tapis volant ou jouent au foot. Ils ont le droit de profiter de leur temps libre comme ils le veulent. Mais trouvez-vous normal qu'ils s'amusent ainsi en apesanteur, au milieu de nombreux câbles d'ordinateurs, d'interrupteurs, au milieu d'expériences scientifiques finement calibrées, coûtant des millions de dollars et soi-disant fondamentales pour la recherche? Franchement, est-ce sérieux pour un laboratoire scientifique coûtant 10 milliards de dollars par an? Regardez la chevelure de Cady Coleman. Ça vous paraît pas étrange? On dirait que ses cheveux sont fixés avec de la laque ou avec du gel. Ils sont rigides.
alors qu'il devrait se déplacer librement dans l'espace. Si on compare avec un vol en apesanteur, qui lui est bien réel, ne vous occupez pas de la première personne qui tourne dans le vide, et regardez derrière une personne qui fait un jogging, j'ai indiqué avec une flèche, ses cheveux ressemblant un peu à ceux de Cady Coleman se déplacent tout à fait librement en apesanteur. Rien à voir avec la chevelure de Cady Coleman. Une autre astronaute, Sunita Williams, pareil, on a l'impression qu'elle a les cheveux fixés avec de la laque ou avec du gel, ou alors qu'ils sont sales. C'est pas parce qu'on est en apesanteur que les cheveux n'ont pas d'inertie. Ils devraient se déplacer librement, ils devraient flotter librement, comme par exemple les cheveux de ces jeunes étudiants, dans un vol réel, bien réel en apesanteur. Rien à voir avec la chevelure de Sunita Williams. Une autre image de Sunita Williams, pareil avec ses cheveux qui sont fixés, qui sont rigides. En tout cas, qui ne flottent pas du tout de façon naturelle. Encore une fois, cela n'a rien à voir avec les cheveux de ces étudiants qui flottent librement dans des vols bien réels en apesanteur. Voici maintenant l'actrice Karen Lindberg, l'astronaute Karen Lindberg. Pourquoi ses cheveux flottent-ils ainsi vers le haut? Ça ne peut pas venir d'une ventilation ou d'une aspiration. On verrait dans ces cas cette pièce de tissu se déplacer avec les courants d'air. Et surtout, à la fin de cette vidéo, on voit Karen Lindberg qui fait une sorte de roulade. Et regardez, les cheveux ne suivent pas les courants d'air qu'il devrait y avoir s'il y avait une aspiration ou une ventilation. Ça ne peut pas être l'électricité statique, sinon on verrait ses cheveux se déplacer, être écartés les uns des autres à cause des charges électriques, comme avec ces jeunes enfants. Vous voyez, cela n'a absolument rien à voir avec les cheveux de Karen Lindberg. Et donc, pourquoi ces cheveux se déplacent vers le haut? On revient à nouveau sur la vidéo avec Sunita Williams et ses cheveux permanentés, et regardez derrière, il y a un câble blanc qui est parfaitement fixe. S'il y avait une ventilation ou une aspiration, ça devrait générer des courants d'air et donc ce câble devrait bouger. De même, les mouvements que fait Sunita Williams créent des courants d'air. Le câble ne pèse absolument rien puisqu'il est en apesanteur. Il devrait se déplacer avec ces courants d'air. Or on voit qu'il est absolument rigide, fixe. C'est la preuve que cette image derrière est en fait un décor, une photo qui a été insérée. La station est composée de plusieurs modules, le tout faisant 108 mètres de long. Sur une telle longueur, la station ne peut pas être rigide, particulièrement entre les modules pour plusieurs raisons. Il y a la rotation des 12 très grands panneaux solaires qui doit transmettre des vibrations et amène nécessairement des phénomènes de résonance. Il y a les mouvements des astronautes qui se transmettent à la structure lorsqu'ils s'accrochent aux barres pour se déplacer. Ou bien lorsqu'un nouveau module de plusieurs tonnes s'arrime à la station, il ne pèse rien en apesanteur, mais il a une inertie importante. Il y a la manipulation des bras robotisés, qui déplacent des masses de parfois plusieurs centaines de kilos, qui ont eux aussi une grande inertie. Ou lorsque des moteurs fusées sont allumés pour réorienter ou rehausser la station. Cela génère un moment de force importante parce que ces moteurs fusées sont placés à une seule extrémité de la station. Il y a aussi les très importantes variations de température des parois entre le jour et la nuit. Toutes les 45 minutes, la partie extérieure de la station passe d'une température de moins 150 degrés dans l'obscurité à une température de plus 120 degrés au soleil. Puis 45 minutes repasse à une température de moins 150 degrés. Les métaux composant les parois de la station spatiale s'allongent ou se contractent toutes les 45 minutes. Et cela n'a causé aucun dommage en 16 ans. Sur Terre, tous les avions sont contrôlés chaque année pour voir s'ils n'ont pas des micro-fissures. Mais la station spatiale, en 18 ans, n'aurait subi aucune fissure. Dans cette vidéo, un astronaute se prépare à retourner sur Terre en utilisant le vaisseau russe Progress. On le voit filmer l'intérieur de la station spatiale, on suppose pour montrer à ses proches, à sa famille, à ses amis qui sont restés sur Terre. Bien entendu, tout ceci n'est que montage vidéo, image de synthèse, il n'y a rien de réel de là-dedans, il ne s'agit que d'un film. La caméra d'astronaute donc glisse à l'intérieur de la station spatiale, puis il filme deux hublots et un hublot central. Et dans ce hublot central, on voit le vaisseau Progress qui le ramènera sur Terre plus tard, soi-disant. Remarquez bien la dimension du vaisseau. Puis la caméra glisse vers un autre hublot. Elle fait un léger zoom.
aussi un élément curieux, on a l'impression que le vaisseau ne se dépasse pas par rapport à la Terre. Il semble parfaitement immobile. Ou alors il se déplace vraiment trop lentement. Puis l'astronaute revient sur le hublot initial et vous allez voir, le vaisseau progresse et beaucoup plus grand. Voici maintenant une capture d'écran montrant le même hublot à deux moments différents, à gauche lors de la première prise de vue et à droite lors de la seconde prise de vue lorsque le film a été un petit peu zoomé. Et vous remarquez que le vaisseau progresse est beaucoup plus grand que de la prise de vue numéro 1. Ce qui est impossible, ça ne respecte pas les proportions. C'est bien le même hublot, j'ai entouré en rouge un petit point pour bien montrer qu'il s'agit du même hublot. Voici donc une capture d'écran du hublot en début de la séquence, une capture d'écran du même hublot à la fin de la séquence, et regardez, j'ai indiqué avec une flèche l'ombre sur le vaisseau progresse. Pendant la séquence, le caméraman, l'astronaute, a fait un léger zoom, ce qui fait que le hublot fin de séquence paraît plus gros. Mais voyez, il faudrait faire un zoom beaucoup plus important pour obtenir la même dimension de l'ombre sur le vaisseau progresse. C'est donc la preuve qu'il s'agit d'un montage vidéo, mais qui a été mal fait. En 2012, l'astronaute Don Petty aurait filmé une éclipse solaire depuis la station spatiale. Comment se fait-il que l'image est de si mauvaise qualité? D'habitude, il nous montre des images de haute définition. Pourtant, à bord de la station, ils ont une quantité d'appareils photo de caméra de haute qualité. C'est du bon matériel. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait une image de si mauvaise qualité? Non seulement cette image est mauvaise, elle est floue, mais en plus, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait plus d'images? Pourquoi est-ce que par exemple ils n'ont pas fait un zoom sur l'éclipse? On aurait pu voir plus de détails dans les nuages ou sur Terre. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait plus de photos? On ne trouve qu'une seule photo de cette éclipse. Et quand on regarde la photo, on se demande vraiment si c'est une photo réelle ou si ça a été quelque chose de retouché ou fait par ordinateur. On ne peut pas prétexter qu'ils ont été surpris, puisqu'ils savent depuis longtemps à l'avance qu'il va y avoir une éclipse, donc ils devaient se préparer, avec du matériel. Ils sont plusieurs à bord, il devrait dû être plusieurs à bord à faire le film. Non, on n'a qu'une seule vidéo de mauvaise qualité, et une seule photo de très mauvaise qualité aussi. De plus, encore une fois, voir une éclipse depuis la station spatiale doit être un événement assez rare. On se demande pourquoi ils n'ont pas mis plus de moyens photos et vidéos pour filmer cette éclipse. La réponse à cette question est simple. La station spatiale n'existant pas, c'est impossible de réaliser un trucage vidéo de qualité d'une éclipse vue depuis la station spatiale. Toutes les images de la station spatiale sont des images de synthèse couplées avec des images réelles. Et les images de synthèse ont parfois des bugs. Regardez bien la main, Samantha Cristoforetti. On va revoir l'image au ralenti. Et vous voyez la main qui se pixelise. Une autre image avec deux astronautes qui sont interviewés. Et regardez bien la main de l'astronaute qui est en train de parler. Elle change de couleur. On va revoir l'image au ralenti. Et vous voyez la main qui change de couleur. Une troisième séquence vidéo. Regardez bien la main de cet astronaute qui se dédouble plusieurs fois. On va revoir l'image à nouveau au ralenti. Regardez bien la main de l'astronaute qui va se pixeliser et se dédoubler. On pourrait penser qu'il s'agit d'une erreur dans la transmission du fichier, d'un bug par exemple. Dans ces cas-là, on devrait voir apparaître ces bugs sur d'autres parties de la vidéo, sur une paroi, sur une partie fixe. Or, il se trouve que ces bugs n'apparaissent que sur les mains des astronautes, des pixelisations, des colorisations. C'est bien la preuve que le programme d'image synthèse n'arrive pas très bien à gérer, par exemple, les mains en déplacement rapide. D'ailleurs, quand vous faites des images avec une caméra, avec une GoPro, vous ne voyez jamais apparaître ce genre de problème. Tout corps reste dans l'état où il se trouve tant qu'il n'y a pas une force extérieure qui agit sur lui. C'est la première loi fondamentale de la mécanique énoncée par Newton. Ça signifie que par exemple dans l'espace, si vous jetez un objet devant vous, il continuera éternellement tout droit sans jamais changer de direction,
tant qu'il n'y a pas une force qui va le faire dévier. Regardez bien en bas à gauche de la vidéo, vous allez voir apparaître un objet qui se déplace d'une façon plutôt curieuse. Attention, ça va assez vite. On le regarde à nouveau. Et maintenant au ralenti. Comment expliquez-vous le déplacement de cet objet? Dans l'espace, il n'y a pas d'air, donc pas de courant d'air. Il n'y a aucune raison que cet objet se déplace ainsi. Et selon la loi de Newton, il devrait se déplacer en ligne droite. La seule explication, comme on le verra plus tard, est que ces images ont été tournées dans une piscine et que cet objet remonte à la surface de l'eau. Et ce sont les mouvements de l'eau qui donnent cette trajectoire. Regardez cette vidéo de l'agence spatiale chinoise. Vous voyez cette bulle qui est sortie du scaphandre de l'astronaute, on va le revoir une autre fois. Comment expliquez-vous qu'une bulle d'air sorte ainsi du scaphandre de l'astronaute? Dans le vide de l'espace, cette bulle devrait immédiatement disparaître et être transformée en vapeur. On voit cette image encore au ralenti. C'est impossible qu'une bulle d'air sorte ainsi du scaphandre. Et si c'est pas une bulle d'air, c'est un objet, il n'y a aucune raison que cet objet s'écarte ainsi du scaphandre de l'astronaute. Si la bulle semble avoir une forme un petit peu étrange à la fin de la vidéo, c'est en fait parce que la bulle, en remontant à la surface, accélère, et la vidéo ne rend pas très bien ce mouvement. C'est la preuve encore une fois que ces images ont été tournées en piscine. Lors des interviews, on voit souvent les astronautes qui rebondissent pour donner l'impression qu'ils sont en apesanteur. En accéléré, c'est carrément comique. Mais ça pose un gros problème, parce qu'on est en apesanteur justement. Et lorsque l'astronaute pousse avec ses pieds pour monter vers le haut, pour redescendre vers le bas, il faut nécessairement qu'il tire avec ses pieds accrochés à une sangle ou à une barre pour redescendre. Or s'il se tient par les pieds à une barre, il ne peut pas monter aussi haut. Il n'y a pas plus de 10 cm de latitude. Et là on voit qu'il monte d'au moins 30 cm. Admettons qu'il ne se tienne pas les pieds accrochés à une barre, comme les autres astronautes derrière, mais à un élastique tendu en travers. Déjà on peut se demander comment ça se fait que l'astronaute qui est juste à gauche ne subisse pas les mouvements de l'astronaute kangourou. Et s'il y avait un seul élastique pour l'astronaute kangourou, il ne pourrait pas monter autant, avoir autant de latitude dans son mouvement. Et même, finalement, pensez-vous qu'en étant les pieds accrochés à un élastique, il pourrait se déplacer ainsi dans l'air? On a plutôt l'impression qu'ils sont suspendus à des câbles, et ces câbles seront effacés au montage, comme on le verra plus tard dans le reste de la vidéo. Une autre vidéo est encore plus flagrante. Regardez bien l'asiatique sur la droite. Il va pousser avec ses pieds. Qu'est-ce qui le fait redescendre? C'est impossible qu'il redescende ainsi de lui-même. Il faudrait qu'il tire avec ses pieds. Voici au ralenti. Mais il n'y a rien qui le retient avec ses pieds. Il redescend quand même. Et quelle force le fait redescendre? Ils sont en apesanteur. Il n'y a aucune raison qu'il redescende comme ça de lui-même. Encore une erreur avec leur trucage. Lorsqu'on court, on pousse avec une jambe pour s'élever. Et immédiatement, l'attraction terrestre nous attire et on retombe vers le sol. Mais dans une station spatiale, ici il s'agit de Skylab en 1975. Remarquez au passage les prouesses de ces astronautes. En fait, ce sont des images réalisées dans un avion sans gravité. L'astronaute est en apesanteur, et lorsqu'il court et qu'il pousse avec une jambe pour s'élever, il n'y a pas d'attraction pour le faire revenir vers le sol. Il devrait donc continuer à s'élever, à monter jusqu'à heurter un obstacle. Mais ce n'est pas du tout ce qu'on voit dans cette vidéo, puisque l'astronaute pousse sur ses jambes pour s'élever et redescend au lieu de continuer à monter, ce qui est contraire aux lois de l'apesanteur. Chaque astronaute respire environ 10 000 litres d'air par jour et rejette environ 1 kg de gaz carbonique par jour, soit pour 6 astronautes 200 kg par mois. Le gaz carbonique CO2
qui est rejeté par les astronautes, est absorbé par des cartouches contenant de l'hydroxyde de lithium, la réaction formant du carbonate de lithium. Il faut donc éliminer chaque mois plusieurs centaines de kilogrammes de carbonate de lithium. Concrètement, comment cela se passe? Comment est-ce qu'ils éliminent ces cartouches de carbonate de lithium? Où et comment est-ce stocké? Comment est-ce éjecté de la station spatiale? Il n'y a aucune information à ce sujet. Mais surtout, puisqu'on a retiré du gaz carbonique, il faut rajouter un volume d'air. Comment est déterminée la quantité d'oxygène à rajouter pour rééquilibrer la pression ambiante et la proportion des différents composants de l'air? Depuis 16 ans que la station spatiale est en orbite sans jamais revenir à Terre, il n'y a jamais eu de grosse panne. Certains appareils qui sont extrêmement complexes fonctionnent toujours parfaitement. Par exemple, le Water Recovery System, qui recycle en permanence les eaux usées de la station spatiale, coûte 150 millions de dollars. On se doute qu'un tel appareil doit avoir des parties mécaniques d'une grande précision pour coûter si cher. Et comment est faite la maintenance d'un tel appareil? Il faut des techniciens très spécialisés pour cela. Comment réparer une mécanique aussi délicate? Là aussi, il faut des outils très spécialisés. Il y a aussi une quantité d'autres appareils complexes et fragiles. Par exemple, le système de rotation des panneaux solaires qui tournent sur leur axe pendant 16 heures par jour, tous les jours. Il y a le système de pompe pour le recyclage de l'eau et les tuyauteries. Il n'y a jamais eu de filtre bouché, de tuyauterie qui lâche en 16 ans. Il y a le système de ventilation avec des pompes et des gaines installées sur les 100 mètres de longueur de la station spatiale. Il y a les radiateurs et là aussi tout le système de tuyauterie. Il y a tout le système électrique qui doit être extraordinairement complexe. Et depuis 16 ans, il n'y a jamais eu de pièces qui s'usent, d'autres qui se cassent, avec des appareils qui fonctionnent presque en permanence et dans un environnement aussi hostile que l'espace. Et pour réparer cela, il ne suffit pas d'avoir un marteau et 3 tournevis, il faut un véritable atelier avec du matériel lourd, de l'outillage, un établi et des pièces de rechange. Il n'existe rien de tout cela dans la station spatiale. Sur aucun des plans de la station spatiale, vous ne trouverez une partie atelier. Pourtant, depuis 16 ans, tout fonctionne parfaitement avec seulement quelques pannes mineures. Les parois de l'intérieur de la station sont tapissées d'une quantité de câbles, de matériel divers, d'appareils, d'ordinateurs. Mais pourquoi tous ces câbles sont apparents? Avec un budget de 10 milliards de dollars par an, les agences spatiales ne pouvaient pas trouver un meilleur moyen pour organiser l'intérieur? Il ne s'agit pas d'esthétique, mais de l'aspect pratique. On voit souvent les astronautes se déplacer très rapidement en apesanteur. Comment croire qu'ils ne s'accrochent jamais par mégarde à un de ces câbles, arrachant les connexions? Des gouttes d'eau s'échappent chaque fois qu'ils utilisent de l'eau. Quand ils transpirent, parce qu'ils font du sport, quand ils boivent, quand ils se lavent les mains ou quand ils s'amusent. Mais ces gouttes d'eau ne tombent pas au sol puisqu'il n'y a pas de pesanteur. Elles restent en suspension jusqu'à ce qu'elles arrivent sur un objet. Or on a vu que l'aspiration n'est pas assez puissante pour attirer ces gouttes d'eau. Elles finiront donc par se déposer sur les claviers d'ordinateur, entrant dans les connexions électriques, les micros de communication et sur les appareils divers. Tout l'intérieur de la station doit être humide, voire franchement mouillé par endroits. Pourtant, l'astronaute Frank DeWine explique bien que l'eau est très dangereuse dans la station spatiale parce qu'il y a beaucoup d'électricité partout et qu'il faut faire très attention. So water is also very dangerous on the space station because we have a lot of electricity. So we need to be very careful not to spill it. So we just put a little. Pourtant, ces astronautes semblent avoir oublié que l'eau dans la station spatiale c'est dangereux. Math and science were kind of my favorite subject. I didn't really like English in reading too much, but I've since grown out of that and I enjoy reading now. And I played a lot of sports. Cet astronaute est en train d'expliquer à un étudiant quel a été son parcours scolaire pour être maintenant dans la station spatiale. Écoutez bien ce qu'il va dire. And all of that happened in a little town called York, Maine, across the United States from where we're talking to you right now. Tout ceci est arrivé dans une petite ville appelée York, Maine, à travers les USA, dont nous sommes en train de vous parler maintenant.
Alors soit l'astronaute a oublié qu'il est dans la station spatiale, ce qui est plutôt curieux, soit il reconnaît qu'il est en train de faire un film aux États-Unis dans un studio. Recycler de l'eau pour la rendre buvable est un processus complexe qui prend énormément de place et de temps. Il faut une grande quantité de filtres, de tuyauteries, de pompes et de produits. Pourtant, la NASA a miniaturisé une station d'épuration à la taille d'une armoire pour la modique somme de 147 millions de dollars. Mais comment sont traités les résidus solides restant après le recyclage de l'eau? Où et comment sont-ils stockés? Comment sont-ils évacués concrètement? Comment font-ils avec les odeurs? Surtout, l'eau qui a été filtrée n'est pas potable, il faut encore la traiter pour éliminer les bactéries nocives, ajouter des dizaines d'éléments minéraux en quantité infinitésimale. Parce qu'une eau qui n'est pas équilibrée en éléments minéraux est toxique pour le corps, occasionne rapidement des problèmes de santé. Or, une balance ne fonctionne pas en apesanteur puisqu'il n'y a pas de gravité. C'est donc impossible de peser des éléments minéraux pour les incorporer dans l'eau de boisson des astronautes. Comment font-ils pour incorporer des éléments dont la proportion est de moins d'1 mg par litre d'eau, même pas le poids d'un cheveu? Puisqu'ils ne peuvent pas peser, alors ils mesurent des volumes. Mais comment font-ils concrètement pour prendre plusieurs volumes de quelques millimètres cubes de nombreux éléments minéraux pour les incorporer dans l'eau qu'ils ont recyclée? Les astronautes ne peuvent pas se laver ni prendre de douche, car l'eau ne coule pas en apesanteur. Elle reste collée au corps. De leur côté, pour, j'allais dire prendre sa douche, mais évidemment il n'y a pas de douche dans la station spatiale, on va dire faire sa toilette avec des lingettes. Ils doivent donc mouiller une serviette et se nettoyer avec. Cela peut aller pour se nettoyer le visage comme le fait cet astronaute, mais ils doivent se laver en entier avec des serviettes humides tous les jours pendant plusieurs mois, plus d'1 an pour certains. Sachant qu'en plus ils transpirent, puisque chaque jour ils doivent pratiquer une activité sportive pour ne pas perdre de masse musculaire. Ils doivent sentir bon après 6 mois passés dans la station spatiale à se laver ainsi. Imaginez que vous ne pouvez vous nettoyer qu'avec des serviettes humides pendant des mois et après avoir pratiqué du sport. Les astronautes se lavent aussi les cheveux avec un shampoing sans rinçage, puis ils s'essuient avec une serviette. Imaginez les femmes astronautes qui ont de longs cheveux dans la station spatiale. Dans quel état seront-ils après plusieurs mois de ce traitement? Est-ce qu'ils auront cet aspect-là bien sec, bien propre, ou plutôt cet aspect-là? On ne peut pas uriner dans l'espace comme on ferait sur Terre, parce que cela rebondirait partout sur la cuvette des toilettes et se répartirait partout dans l'habitacle. On utilise donc un petit entonnoir, différent pour les hommes et pour les femmes. On place cet entonnoir au bout de ce tuyau, on ouvre une vanne et l'aspiration va aspirer directement les urines vers le système de recyclage. Ensuite, à chaque fois que vous allez uriner, il faudra nettoyer le petit entonnoir avec des serviettes humides. Pour le numéro 2, les astronautes placent un sac dans le récipient des WC, ils font leur affaire, puis ils doivent fermer ce sac à la main. Le sac est alors aspiré dans un conteneur, et pour terminer, ils doivent nettoyer la cuvette avec des serviettes, puis bien sûr se nettoyer les mains, toujours avec des serviettes. Lorsqu'ils sont malades, comment se passe l'expulsion en apesanteur des gaz et autres matières liquides ou semi-liquides qui sont émises sous pression? Sur Terre, cela a tendance à barbouiller la cuvette des WC, mais en apesanteur, ça ne barbouille pas, ça va rebondir, ira se promener dans tout l'habitacle, maculant copieusement l'arrière de l'astronaute, ses appuis, ses cheveux, entrant dans ses narines et dans ses yeux. Les WC sont un nid à bactéries. Ils doivent être faciles à nettoyer. Mais les WC de la station spatiale sont équipés de manettes, de tuyaux, d'endroits inaccessibles. Imaginez nettoyer ceci avec des serviettes. Dans quel état cela doit être après 16 ans d'utilisation quotidienne? Et par 6 personnes tous les jours. Sans pouvoir utiliser de brosse, uniquement avec des serviettes humides. Mais ça doit être beau. Dans cette vidéo, les astronautes expliquent à un journaliste comment fonctionnent les WC. Pourquoi ont-ils besoin d'être deux pour expliquer comment cela fonctionne? L'un qui les manuels d'instruction et l'autre qui le met en pratique. Après avoir passé plusieurs mois dans l'espace, donc en ayant utilisé ces toilettes tous les jours, ils n'ont pas acquis des automatismes et ont besoin d'un manuel d'instruction pour expliquer comment cela fonctionne.
conteneur d'excréments dans lequel les petits sacs d'excréments des astronautes sont aspirés. Remarquez sa dimension. 6 astronautes qui font leurs besoins tous les jours, ça doit vite se remplir. Et lorsque ce conteneur est plein, les astronautes l'amènent dans un vaisseau cargo qui l'évacuera dans l'espace. Et il se consumera dans l'atmosphère terrestre. Mais concrètement, comment cela se passe? Comment le conteneur d'excréments est-il stocké dans le vaisseau cargo? Puis concrètement, comment est-ce qu'il est évacué de la station? Mécaniquement, on va dire. Pourquoi est-ce qu'il n'y a aucune vidéo montrant les astronautes en train d'effectuer cette tâche? Vous ne trouverez aucune information technique sur la façon dont sont évacués les déchets des astronautes. Il nous donne une quantité d'informations théoriques, de beaux schémas, mais aucune explication concrète sur la partie mécanique. Et comment croire qu'un stock de dizaines de sacs d'excréments fermés à la main ne dégage aucune odeur et la station spatiale est entièrement fermée, il n'y a aucune ventilation venant de l'extérieur? Pourquoi la NASA et les agences spatiales laissent-elles les astronautes se promener dans la station spatiale avec les cheveux libres? Ces cheveux vont se promener partout dans l'habitacle. Pourtant, la station spatiale est un laboratoire. De plus en apesanteur, ces cheveux ne se déposeront pas sur le sol. Ils resteront dans l'air ambiant. Et les astronautes vont les aspirer par le nez, par la bouche lorsqu'ils respirent. D'où l'importance et la nécessité que les astronautes portent un bonnet, comme dans tout laboratoire. Mais bon, le seul but de ces vidéos étant de promouvoir les vols spatiaux, ce serait pas très commercial de montrer une astronaute avec un bonnet. Lorsque les astronautes se préparent à manger, il y a parfois des miettes ou des morceaux de nourriture, ici c'est un bonbon ou un petit pois, je sais pas. Lorsqu'ils se rasent et qu'ils se coupent les cheveux, il y a parfois des cheveux qui s'envolent et qui restent en apesanteur. Lorsqu'ils jouent avec de l'eau, il y a des gouttes d'eau qui s'échappent dans tous les sens. Or, Samantha Cristoforetti explique que lorsqu'elle se coupe les ongles, elle doit le faire très près de la grille d'aspiration, sinon les ongles restent en apesanteur. Lorsque Karen Lismerg se lave les cheveux, on va avoir des gouttes d'eau qui s'échappent et elles partent du côté opposé à la grille d'aspiration. Cela signifie que les grilles d'aspiration ne sont pas très puissantes, ou du moins pas suffisamment puissantes pour aspirer tous ces débris. Si les grilles d'aspiration étaient suffisamment puissantes, on verrait les cheveux des astronautes voler dans ces courants d'air, on verrait leur chemise bouger dans ces courants d'air. Ce n'est pas du tout le cas, ils restent statiques. Cela signifie donc que tous ces débris, les miettes de nourriture, les cheveux, les poils, les ongles, les poussières, les fils qui s'échappent des habits, sont dans l'air autour des astronautes en apesanteur en permanence, et ceux-ci les respirent, ils rentrent dans les narines, dans la bouche. Ils devraient sans arrêt être en permanence en train de tousser. Une dernière chose qui est curieuse, regardez l'état du filtre de la grille d'aspiration. Elle semble toute neuve, comme sortie de son emballage. Il n'y a pas un grain de poussière, pas un cheveu, pas un poil. Alors qu'elle sert depuis plusieurs années dans la station. Curieux, non? Et savez-vous pourquoi est-ce qu'ils nous montrent des grilles d'aspiration toutes propres? Parce que le seul but de ces vidéos est de promouvoir ces prétendues missions spatiales pour que nous continuions à contribuer avec nos impôts sans discuter. Et ce ne serait pas très commercial de montrer une grille sale. Il doit y avoir de la moisissure partout, avec cette humidité permanente, mélangée de nourriture, flottant en apesanteur, aux cheveux, le tout à une température de 22-23 degrés. Les bactéries doivent proliférer. On nous dira que la station spatiale a été construite en salle étanche, qu'elle est stérilisée et donc il n'y a aucune bactérie. Mais notre corps, et plus particulièrement notre intestin, recèle des milliards de bactéries indispensables à la digestion. Or, une part de ces bactéries intestinales sont nécessairement éliminées avec les excréments, et avec l'apesanteur, elles auront tendance à se disperser partout dans la station, et donc à développer des foyers de moisissure. Pourtant, l'intérieur de la station est toujours parfaitement propre, comme neuf, depuis plus de 15 ans. Voici une photo du module Kibo dans la station spatiale, qui est en place depuis 2009, et donc depuis 7 ans, regardez, il est parfaitement propre, pas une seule trace d'humidité, pas une seule trace de moisissure. Comment se passe la digestion? Lorsqu'on mange ou lorsqu'on boit, le bol alimentaire s'accumule dans le fond de l'estomac grâce à la pesanteur où il reste à peu près immobile. Puis, une fois que la digestion est suffisamment avancée, une porte appelée le pylore s'ouvre et libère petit à petit le contenu dans l'intestin. Mais dans l'espace où il n'y a pas de gravité,
le chyme, c'est la bouillie pour l'indigestion, ne resterait pas au fond de l'estomac. Elle formerait une boule liquide se promenant et rebondissant sur les parois de l'estomac selon les déplacements des astronautes. D'une part, cela doit être très désagréable, cette boule de liquide se déplaçant en permanence en apesanteur dans l'estomac. Mais surtout, la digestion se ferait très mal, puisque le bol alimentaire n'est pas en contact permanent avec les parois de l'estomac. Et lorsque le pylore s'ouvrira, rien ne passera dans l'intestin, puisque la bouillie liquide ne sera pas en contact avec le pylore. La digestion des aliments ne peut donc jamais se faire. Et malgré tout, les astronautes ne sont jamais malades. Que se passe-t-il si un astronaute a subitement un problème de santé sérieux? Une grosse rage de dents par exemple. C'est impossible de le renvoyer sur Terre puisque déterminer la trajectoire de retour est extrêmement complexe et cela doit se faire à un moment et un endroit bien précis pour pouvoir poser le véhicule de retour là où on le veut. Donc le malade attend plusieurs semaines avant de pouvoir revenir sur Terre. Il prend des médicaments pendant tout ce temps pour apaiser la douleur. Or une rage de dents signifie qu'il y a peut-être un abcès en train de se développer. Cela peut vite devenir très grave, au point de nécessiter une opération chirurgicale rapide. Comment ça se passe alors? Il n'y a pas de matière de chirurgie dans la station spatiale, et les astronautes n'ont certainement pas les compétences pour cela. Comment se fait-il qu'en 16 ans, aucun astronaute n'a jamais eu de sérieux problèmes de santé dans les conditions où ils vivent, soi-disant? Aucun humain n'a expérimenté plus de 20 secondes consécutives en apesanteur dans des vols zéro gravité, des avions équipés pour cela. Après ces 20 secondes, l'avion doit reprendre de l'altitude pendant une dizaine de minutes avant de pouvoir recommencer une nouvelle descente en apesanteur de 20 secondes. Et ceux qui ont tenté l'expérience des vols en apesanteur ont tendance à vomir, à tel point que l'avion destiné à ces vols sans gravité a été baptisé Vomit Comet, pour des durées de 20 secondes seulement. Mais les astronautes ne restent pas 20 secondes dans la station spatiale, ils y restent plusieurs mois, plus d'1 an pour certains. Alors le corps humain n'est pas du tout adapté à un tel environnement où il n'y a ni haut ni bas. Cela doit perturber complètement les mécanismes internes de l'équilibre, ceux de la digestion, de la circulation sanguine et de façon autrement plus grave que ce qu'on nous en dit. C'est impossible qu'ils prennent des médicaments pendant plusieurs mois de leur prétendu séjour, cela les rendrait encore plus malades. De plus, puisqu'ils disposent de sacs spéciaux pour vomir, c'est que le problème se présente parfois. Mais lorsqu'un astronaute dans la station spatiale a tout à coup le besoin de vomir, il n'a pas nécessairement un sac juste sous la main. Alors les particules et liquides régurgités flotteront en apesanteur, se déposant dans les cheveux, entrant dans les yeux, dans les narines, tachant les vêtements. Et surtout, flottant en apesanteur dans l'habitacle pour encore un bon moment. Comment les astronautes peuvent-ils supporter de telles conditions de vie pendant plusieurs mois? La mission des équipages des sous-marins sous l'eau dure 70 jours parce qu'il a été démontré que des hommes à bord d'un espace aussi confiné qu'un sous-marin et sans possibilité d'en sortir supportent très mal de rester plus de 70 jours ensemble. Au-delà de cette limite, des tensions suffisamment fortes risquent de se créer et de mettre en péril la vie de l'ensemble de l'équipage. Mais les astronautes restent souvent plus de 6 mois dans la prétendue station spatiale. Certains sont même restés 1 an et demi. Ils subissent une apesanteur permanente. Ils sont enfermés sans aucune possibilité de sortir. Là on voit l'astronaute qui va se coucher dans sa chambre. Imaginez donc dormir pendant 1 mois, voire 1 an, dans un espace comme celui-ci. Ils n'ont jamais de soleil, jamais d'air frais. Ils ne mangent que de la nourriture déshydratée. Ils ne boivent que de l'eau recyclée provenant de leurs urines et de leur transpiration. Ils vivent dans un environnement sale, malgré ce qu'on nous montre. Ils sont sales. Ils portent des habits sales. Ils sont à chaque instant dans des conditions de risque extrêmes. Il suffirait d'un infime incident, une panne d'électricité, une fissure dans les parois, une météorite ou un débris de satellite percutant la station, et la situation deviendrait gravissime, voire mortelle en quelques secondes. Mais sur les vidéos, les astronautes sont toujours souriants, font les clowns, ne semblent jamais souffrir des conditions dans lesquelles ils vivent soi-disant depuis plusieurs mois.